Tout d'abord, je me présente, professeur Brett Latrapé de la faculté des sciences d'Arles de Fès. Le cours que nous allons présenter aujourd'hui est le premier d'une série que nous allons consacrer à la cristallochimie. Cette discipline consiste à étudier les structures des cristaux. Et qui dit cristal, donc ces cristaux peuvent être classés, enfin les cristaux de façon générale, donc peuvent être classés d'après la nature de la liaison chimique assurant la cohésion des atomes, ions ou molécules constituant ces cristaux. On peut donc distinguer 4 types de cristaux. Les premiers, c'est les cristaux métalliques, comme par exemple les structures du fer, cuivre, et j'en passe. Les cristaux ioniques, comme en cas d'exemple ceux de CSCl et NaCl, chlorure de sodium. Les cristaux covalents, à titre d'exemple, celui du carbone diamant ou bien carbone graphite, et finalement les cristaux moléculaires, tels que celui de la glace H2O solide ou bien de CO2 solide. Pour ce qui concerne les cristaux métalliques, ce sont des cristaux qui sont assez compacts, et cette séance va être donc dédiée à l'étude détaillée à l'étude de l'établissement des structures de ces solides métalliques. Les atomes d'un solide métallique sont considérés dans un premier temps comme des sphères rigides et non interpénétrables. Ils forment des empilements soit compacts, soit semi-compacts. Et on en distingue donc 3 types. Il y a 2 types qui sont très compacts, à savoir l'hexagonal compact et le cubique à face centrée, et un 3e type qui est semi-compact, qu'on appelle l'empilement cubique centré, ou bien cubique corps centré. Nous allons procéder maintenant donc à expliquer la façon dont se font les montages, les empilements hexagonaux compacts et cubiques à face centrée. Donc, qui dit compact, qui dit occupation de l'espace par les atomes de la meilleure façon possible. Autrement dit, les atomes vont essayer d'occuper le maximum de place offerte dans l'espace cristallin. Et comme les structures sont tridimensionnelles, nous allons d'abord pour expliquer ces empilements compacts, procéder par étapes et imaginer la constitution d'un cristal qui est linéaire. Donc un cristal linéaire, ça va être, à titre d'exemple, un certain nombre d'atomes qu'on va disposer sur une ligne, sur un axe donné. Et par définition d'un cristal, donc on va reproduire de façon périodique l'atome à certaines distances bien précises. De telle sorte à respecter la périodicité du cristal. Parce qu'en fait, un cristal, c'est un ensemble d'atomes, d'ions ou de molécules. Ici, on est dans des structures métalliques, donc c'est un ensemble d'atomes, et on est en train de considérer un cristal théorique linéaire. Donc ça va consister à disposer des atomes sur un axe donné, et ces atomes vont être régulièrement espacés, pour répondre donc à la définition d'un cristal. Ce cas-là n'est pas très compact pour la bonne raison qu'il y a de l'espace, un espace régulier entre les atomes. Et quand on parle d'incompacité, ça voudrait dire qu'il faut occuper l'espace au maximum. Donc la solution pour avoir un cristal linéaire compact, c'est de serrer les atomes au maximum. Et on va avoir cette disposition-là. Donc on va rapprocher le maximum les atomes pour qu'ils se touchent.
Et comme les atomes, on a dit qu'ils sont considérés comme des boules rigides interpénétrables, non interpénétrables, ça vous a dit une fois qu'ils se touchent, donc ils ne peuvent pas, leur nuage électronique ne peut pas interférer. Et ce qui fait que la distance internucléaire, ça va être 2R si R est le rayon de l'atome. La distance internucléaire, ça va être 2R. Et ça, donc, ça va nous conduire à un cristal linéaire. Cette structure peut représenter donc, une structure d'un cristal linéaire. Pour ce qui concerne maintenant, donc on va passer au deuxième degré, considérer, voir maintenant, c'est-à-dire voir comment maintenant construire un plan, un cristal à deux dimensions, qui serait donc compact. Donc l'idée la plus simple, c'est de prendre deux lignes comme celle-ci et essayer de faire la tangence suivant l'axe, suivant cet axe. En conséquence, donc on va prendre un atome là. Sur chaque atome, on va mettre un atome. Donc au-dessus de chaque atome de la première ligne, on va mettre un atome identique sur la deuxième ligne. Et ainsi de suite. En fait, cet empilement ne va pas nous conduire à un empilement compact. Pour la bonne raison que le creux laissé ici entre les atomes peut être encore réduit. Donc schématiquement, voilà le cas qu'on est en train de discuter. Donc je prends deux atomes d'un cristal linéaire, deux autres d'un cristal linéaire, et j'essaie de former un plan. Et on est dans la situation qui est donc projetée au tableau. Donc dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a les atomes forment une symétrie carrée. Le réseau peut être décrit par une symétrie carrée. Et normalement, donc, cette disposition n'est pas très compacte pour la bonne raison qu'on peut réduire davantage l'espace qui est entre les quatre atomes. Alors comment doit-on agir? Il faut tout simplement loger un atome de la deuxième ligne, des liens donnés, entre deux atomes de la précédente. Et on aura cette situation-là. Et on aura la situation suivante. Schématiquement ici, ça va nous donner le cas ici. C'est-à-dire que les atomes ici, au lieu de les disposer parallèlement aux atomes précédents, un atome de la deuxième ligne va être décalé d'une distance R par rapport à la première. Donc au lieu de mettre l'atome là, on va le glisser, l'atome de la deuxième ligne, on va le glisser d'une distance R et on va le loger ici. Ce qui fait que les atomes, si on continue pour construire le plan, les atomes de la troisième ligne vont se trouver juste en face de ceux de la première ligne. Et en face de cet atome, on va trouver un autre ici. En face de celui-là, il va y avoir un atome là. En face de celui-là, il va y avoir un atome ici, et ainsi de suite. Alors, ceci va nous faire donc une symétrie. Si on essaie d'examiner maintenant la disposition des atomes, donc on a réduit le bit au maximum, et c'est le maximum qu'on puisse faire. C'est-à-dire que l'espace ici a des dimensions, même si on a serré les atomes au maximum, il y a encore du vide entre les atomes, mais ce vide, on n'y peut rien, il est là. Donc, entre les atomes, il y a un vide. Ce qu'on peut schématiser. Et donc, si on prend un atome donné, par exemple, d'après cette disposition, on voit qu'il est attaché, il est tangent directement à 6 atomes qui l'entourent. De telle sorte que les atomes entre eux forment des triangles. Et là, la conséquence de la disposition des atomes de cette façon nous conduit à la formation
d'une base hexagonale. Un atome est entouré directement par 6 atomes tangents, et ça va être le cas pour tous les atomes du plan. Donc, on est en train de former, on vient de former maintenant des plans hexagonaux. Ces plans, on va les noter, donc des plans hexagonaux. Il s'agit ici d'un plan hexagonal qu'on va noter grand A. Il faut remarquer que normalement, donc, un plan hexagonal, quand on va l'avoir dans les structures, ou bien ça va être repérable par un atome tangent directement à 6 autres, ou bien par le fait que 3 atomes forment un triangle équilatéral, quel que soit l'atome envisagé. Donc maintenant, on vient de voir donc comment faire un cristal linéaire compact. On est passé au deuxième cas, donc comment construire un plan compact, un plan atomique compact. Mais dans la réalité, les structures sont tridimensionnelles. Il faut voir maintenant donc comment avoir un cristal qui est à 3 dimensions avec une compacité maximale, c'est-à-dire où les atomes vont occuper le maximum du vide. Donc ce qu'on va faire, donc la solution, c'est de prendre donc 2 plans hexagonaux. L'image, la section qu'on a prise ici, un atome entouré de 6, on peut les schématiser par ce montage. Donc un atome entouré par 6 autres. Alors pour envisager donc l'espace à 3 dimensions, il suffit d'envisager maintenant comment disposer 2 plans hexagonaux dans l'espace pour avoir une structure compacte. Alors ce qu'on peut faire, le cas le plus simple, c'est d'imaginer, donc on prend 2 plans hexagonaux et qu'on va mettre les plans l'un au-dessus de l'autre. Dans ce cas-là, on va tomber sur le cas où les atomes formaient des carrés entre eux, parce qu'en fait, les plans eux-mêmes sont hexagonaux, mais quand on a essayé de gagner le maximum de vide et placer les atomes en tangence, on est tombé ici sur des atomes qui forment des carrés, comme ce qui a été le cas à 2 dimensions où la tangence n'était pas maximale. Donc, le fait, donc, pour avoir donc, un empilement tridimensionnel très compact, il ne suffit pas de mettre une couche, enfin 2 plans hexagonaux, l'un au-dessus de l'autre. Mais il va falloir, comme on l'a fait ici, à 3 dimensions, il faudrait que les atomes de la deuxième plan viennent se mettre entre les atomes du plan précédent. Et dans ce cas-là, ceci ne résout pas le problème. Pourquoi? Si on essaie de prendre uniquement 3 atomes du premier plan et 3 atomes du second plan, dans ces dispositions, donc on a expliqué que ça fait des carrés. Donc pour éliminer les carrés, donc on fait un décalage pour occuper le maximum de vide. Mais le problème, c'est qu'à 3 dimensions, quand on était dans ce cas-là, il y avait un carré là, mais il y avait aussi un carré à 60 degrés de l'autre côté. Et ce qui fait que lorsqu'on fait donc une translation de cet atome pour le rejet entre ces deux-là, le problème n'est pas résolu entre les 4 atomes qui formaient également le carré de l'autre côté. Donc la solution serait donc de prendre un atome, de le glisser entre deux et de le glisser une deuxième fois, et on va avoir une situation où, pour avoir la compacité maximale, 3 atomes tangeant directement d'un plan, et l'atome du plan suivant va venir se poser exactement sur les 3 atomes du plan de base. Donc à 3 dimensions. Donc là, il faut signaler ici que normalement, donc, les atomes entre eux qui faisaient donc une symétrie hexagonale laissaient donc des trous entre eux. On peut noter les trous 1, on peut noter comme étant les trous 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc maintenant, comme on vient de le dire, le fait de poser un et peut-être remarquer également que les trous 1, 3, 5 par exemple, ont exactement une symétrie triangulaire. Autrement dit, si jamais on pose des atomes, si dans le deuxième plan, on pose un atome sur le trou 1, le deuxième normalement doit se mettre sur le trou 3 et le troisième doit se mettre sur le trou 5. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de mettre des atomes au-dessus des trous 2, 4 et 6. Donc ça va faire une structure très compacte. Et pour avoir donc la structure à 3 dimensions, on peut imaginer, comme on a mis donc un plan, donc le deuxième plan ici qu'on va mettre au-dessus du premier, donc le premier sera appelé plan hexagonal A, le second sera appelé plan hexagonal B. Ben, les plans sont exactement les mêmes, ils sont faits de la même façon, ils sont tous hexagonaux, construits de la même façon, mais l'un sera appelé A et l'autre B, pour traduire tout simplement que les atomes ne sont pas superposables. Donc à chaque fois qu'on aura des plans décalés, qui sont les mêmes mais décalés, donc on va les appeler différemment. Premier plan A, le deuxième sera appelé B. Et dans ce cas-là, donc, pour continuer la construction du réseau, comme on a mis donc, on a 3 atomes du plan B, au-dessous il y a le plan A, on peut imaginer le contraire, c'est-à-dire imaginer un plan B au-dessus duquel il y a un plan A. Et ça va nous conduire donc à un empilement qui serait donc A, B, A. Pourquoi le troisième A? Parce que ces atomes en projection vont tomber exactement sur les atomes du premier plan. Et ça, ces structures, c'est ce qu'on appelle donc la structure hexagonale compacte. Le modèle suivant nous permet de voir exactement ce qu'on vient d'expliquer, sauf que là, les atomes sont écartés pour qu'on puisse voir. Normalement, les atomes sont tangents, mais là, c'est un modèle donc, didactique qui nous permet de voir tout simplement donc, les liaisons entre les atomes. Donc, on voit bien ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a un atome qui est entouré de 6. La distance en principe des atomes sont tangents, la distance est de 0 partout entre les atomes. Et les atomes ici, ce sont les atomes du plan B, le deuxième plan, de telle sorte que, comme on l'a expliqué, chaque atome va se positionner sur 3 atomes de façon tangente du plan A. Et on voit bien clairement donc, que si on notait ça, le trou 1, le trou 2, 3, 4, 5 et 6, donc l'atome ici se pose sur le trou 1, le deuxième sur le trou 3 et le troisième sur le trou 5. Et comme on l'a expliqué il y a un instant, dans ces structures, le plan B joue le rôle d'un miroir, ce qui fait que ce qui est d'un côté, on le trouve exactement du côté opposé. Et de cette façon, donc, on a une structure qu'on appelle donc, la séquence d'empilement dans ces structures, et c'est une séquence qu'on va appeler A, B, A. Remarquons ici tout simplement que les atomes du plan B, on ne voit que 3, alors que normalement la symétrie est hexagonale. Chacun des atomes, comme dans la base, est entouré de 6, parce que le plan B est aussi un plan hexagonal. Mais les atomes entourant, par exemple, celui-là, il y en a 2 qu'on voit dans cette boîte, on appelle la maille, mais les 4 autres, ils sont à l'extérieur, appartenant à des mailles voisines. Donc pour lui, il suffit tout simplement, à chaque fois, comme on a expliqué tout à l'heure, quand on voit des atomes formant un triangle, c'est qu'ils forment un triangle, donc c'est qu'ils forment un plan hexagonal. Donc ici, puisqu'on a délimité la vue donc à cette maille qui est hexagonale, donc les 6 atomes qui entourent celui-là, donc on en voit 2, et les 4 autres sont à l'extérieur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne donc maintenant la structure hexagonale compacte. Une autre structure découle à peu près de la structure qu'on vient expliquer. À la différence près, c'est que dans cette structure, la deuxième, qui est la structure
du cubique à façon trait. Dans cette structure, on a également donc un plan hexagonal A, un plan hexagonal B, mais on va avoir un troisième plan hexagonal C. Exactement, du point de vue structure, il aura la même structure que les plans A et B, plan hexagonal, mais il sera disposé, puisqu'il sera appelé C, c'est qu'en projection, ces atomes ne vont tomber ni sur les atomes du plan A, ni sur les atomes du plan B. Mais ils vont se localiser à des endroits qui sont les suivants. Tout à l'heure, nous avons expliqué que les atomes du plan B, normalement, si on numérote les trous 1, les trous entourant un atome donné de la base par 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les atomes du plan B, à titre d'exemple ici, ils ont occupé les trous 1, 3, 5 au niveau du plan B. Alors, ce qu'on va faire maintenant au troisième niveau, au lieu de mettre un plan A, on va mettre des atomes, 3 atomes d'un plan C, de telle sorte que ces atomes en projection vont tomber cette fois sur les trous 2, 4 et 6. Autrement dit, ils vont se mettre exactement à ces endroits ici. Là, il n'y aura pas ces atomes-là, mais il va y avoir un atome ici, un atome là et un atome ici. Ça va former 3 atomes avec une symétrie triangulaire et ça va être le plan C. En projection, donc ces atomes vont tomber, donc je répète, sur les trous 2, 4, 6. Alors que ceux des atomes du plan A étaient sur les trous 1, 3, 5. Cette structure, normalement, c'est ce qu'on appelle la structure cubique à façon trait. Et pour la voir, donc, on a ici un modèle. Donc chez la segment, d'abord, ça va donner ce type de structure faite de cette façon, donc un plan A et un plan B. Donc le plan troisième, donc il sera mis de telle sorte qu'il va être croisé avec les atomes du plan B, de telle sorte que les atomes du plan A occupant les trous 1, 3, 5 en projection, les atomes du plan B, les atomes du plan C vont occuper les trous 2, 4 et 6 en projection. Et ça, ce n'est autre que la structure qu'on appelle la structure compacte du cubique à face centrée. Alors, pour voir ces structures dans le cubique à face centrée, il faut repérer cet axe. Cristallographiquement, on appelle un axe d'ordre 3, autour duquel donc, il y a 3 atomes formant un triangle équilatéral. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cristallographie l'axe ternaire. Donc il faudrait donc, pour voir ces structures dans le cubique à face centrée, il suffit de repérer cet axe. Alors cet axe, normalement, dans le cubique à face centrée, on peut bien voir avec le modèle ici. Donc l'axe qu'on est en train de chercher n'est autre que l'une des diagonales principales du cubique à face centrée. Ça, c'est la maille. C'est la maille du réseau cubique à face centrée. Donc c'est une maille où il y a les atomes sur les sommets et sur les 6 faces de la maille. Cet axe ici, c'est l'un des axes diagonaux principaux de la maille et c'est l'axe ternaire qu'on est en train de chercher. Effectivement, suivant cet axe, on va avoir l'empilement d'un certain nombre de plans avec la conséquence A, B, C. Alors cet atome ici peut jouer le rôle et l'équivalent de cet atome, donc de l'atome de base de l'hexagone. L'atome ici va jouer le rôle de cet atome dans l'hexagonal compact. Ce qui fait que lorsqu'on monte, on doit percer 3 atomes formant un triangle équilatéral. On doit passer exactement au centre de ces 3 atomes. Effectivement, quand on suit la diagonale principale du cube, et quand on monte suivant l'une des diagonales principales, c'est l'axe vertical ici, joignant les 2 sommets opposés. Donc quand on monte, on voit effectivement qu'on va percer les 3 atomes ici. Ces 3 atomes font un triangle équilatéral et une fois qu'on se met sur cet axe, on voit bien que ces 3 atomes vont dans une symétrie triangulaire et ça va être les 3 atomes du plan B. Sauf que ici le cube nous permet de voir d'autres atomes qui sont situés sur le même plan, à savoir ces 3 sommets ici. Les 3 sommets là
Et les trois atomes qu'on est en train de chercher forment ce qu'on appelle un plan, le plan B. Et quand on continue à monter sur la diagonale, on va traverser un autre triangle formé par les atomes des trois autres faces, formant eux aussi un triangle équilatéral. Et quand on est en projection, donc on voit bien que les deux triangles, ce triangle-là et ce triangle, ne sont pas superposables. Donc les deux triangles font cette géométrie ici. L'un des triangles est comme ça, et l'autre, en projection, il est comme ça. Et ce qui fait que lorsqu'on poursuit donc, la translation suivant l'axe 3, axe ternaire, donc on va tomber sur un atome de la section du plan A. Et donc, là, il y a un atome entouré de 6, et si le cube ne nous permet pas de voir les 6 atomes, les 6 autres atomes, puisqu'ils appartiennent à d'autres mailles qui sont à l'extérieur de cette maille de référence. Donc, il y a un atome entouré de 6, on monte entre 3 atomes du plan B, on monte entre 3 atomes du plan C, et quand on continue de monter sur l'axe C, sur l'axe Z, donc on tombe sur un atome du plan A. Et on voit bien, on a donc la séquence A, B, C, A, suivant le cubique à face centrée. Le troisième type de structure des métaux, c'est ce qu'on appelle l'empilement cubique centré. L'empilement cubique centré, normalement, c'est un empilement qui n'est pas très compact. Les plans de base vont être comme ces plans-là, avec donc un espace assez important entre les atomes. Ça va constituer donc dans le cubique centré l'un des plans A. Et quand on va mettre donc un plan au-dessus, le deuxième plan, il sera identique de telle sorte qu'un atome du deuxième plan va se positionner exactement sur 4 atomes du plan précédent. Et là, ce qui fait qu'on va tomber sur une maille avec une base carrée et un atome qui sera donc, l'atome ici sera au centre de la maille. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le cubique centré. Donc schématiquement, ça va nous donner une maille qui aura cette allure. Donc les 4 atomes qui forment un plan qui n'est pas très compact. Quatre atomes équivalents sur une autre face, et au centre de la maille, il devrait y avoir un atome qui va être tangent aux 8 autres atomes sur les soins. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le cubique centré. Merci de votre attention.